Casting Call, bienvenue sur le podcast de la rédaction de casting.fr qui révèle ta vraie nature. Ici, on va parler casting, témoignages exclusifs, des rencontres avec des professionnels, les clés et les secrets pour devenir un artiste et surtout, en vivre. Casting Call, c'est ton nouveau coach audio qui te permet de poser ton premier pas sur ton chemin de l'éveil et de la réussite. Ose enfin devenir celui dont tu rêves. Bonjour et bienvenue sur Casting Call, le podcast de la rédaction de casting.fr. Je suis Soledad Franco et aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir une journaliste passionnée dont la voix accompagne les auditeurs depuis des années. Une femme engagée qui ne se contente pas seulement d'informer, mais qui écoute, soutient et crée du lien. Depuis 38 ans, elle dédie sa vie à l'information, à la télévision et à la radio, avec une particularité qui fait toute la différence. Une passion profonde pour l'humain et l'intuition. En plus de son métier de journaliste, elle est formée en thérapie et poursuit toujours son apprentissage. Libre antenne, témoignage de vie, solidarité, bien-être, spiritualité. Elle touche à tout avec une authenticité rare. Vous l'avez sûrement déjà écoutée sur Europe 1, où elle anime la libre antenne le week-end et donne la parole à ceux qui en ont besoin. Vous l'avez aussi suivie pendant 15 ans dans le magazine de la santé, Les Maternelles sur France 5. Elle est aussi autrice du livre Magical Sleeping, sorti en 2017, qui met en lumière l'importance du sommeil, élément fondamental pour notre équilibre. Car oui, on ne choisit pas seulement ce que l'on fait, mais aussi ce que l'on devient. Aujourd'hui, nous allons explorer son parcours, comprendre ce qui l'anime et ce qu'elle prépare pour l'avenir. Aujourd'hui, votre coach audio est Valérie Darmon. Bonjour Valérie. Bonjour Soledad, bonjour à tous. La devise de ce podcast est « Ose devenir celui dont tu rêves ». Qu'en est-il pour toi en cette année 2025 ? Mais j'adore ce mot « oser » que j'utilise presque tout le temps dans la libre antenne d'Europe 1 et qui est un peu mon mantra dans la vie. Oser, croire que tout est possible et se réinventer dès qu'on le peut et surtout se donner les moyens de le faire pour rester acteur ou actrice de sa vie. Vous avez su dès votre plus jeune âge, à 9 ans, que vous vouliez devenir journaliste. Oui, je voulais devenir journaliste dès l'âge de 9 ans et auteur aussi d'ailleurs, ou autrice aujourd'hui évidemment, écrivain. J'écrivais sur les petites fiches à l'école, journaliste écrivain, parce qu'en fait on avait commencé un concours de poèmes avec mon frère à la maison et lui il a écrit 2-3 poèmes, c'est un scientifique, un grand scientifique, et moi j'ai continué d'écrire et je me suis découverte une passion pour l'écriture, pour les mots, pour la littérature. Je lisais beaucoup. J'avais un papa qui était professeur de lettres aussi, donc on a vécu avec les livres. Et donc, ma première passion était de devenir écrivain. J'avais envie d'être éditée un jour, d'être lue. Et puis, quand je suis rentrée à l'école de journalisme, c'est le journalisme qui a pris le dessus. Mais déjà petite, il y avait un lien entre journalisme et écriture, témoignage, images et son. Mais quand on a 9 ans, comment on découvre le journalisme ? Parce qu'il y avait une émission qui est peut-être arrivée un petit peu après, mais qui m'a beaucoup marquée, qui était la course autour du monde. Et on regardait ça tous les week-ends en famille. Et je voyais ces jeunes reporters qui faisaient un concours, déjà à l'époque. C'était peut-être les ancêtres de la Starac ou de Popstar, qui partaient dans le monde entier. Et puis après, on débriefait sur leur reportage. Et puis, il y en avait qui étaient gagnants, etc. C'était des défis. Et ça me donnait envie. Donc vous écriviez journaliste, quand on sait que l'écriture est créatrice. Vous pensiez journaliste, vous en parliez autour de vous, vous l'aviez dit à vos parents ? Ah oui. Et puis alors, comme on connaissait personne dans la presse, parce qu'on était des provinciaux de l'Oise, j'ai grandi à Compiègne. Donc aucun contact pour tous les gens là qui nous disent le réseau, rien. Aucun contact. Juste l'envie. Juste l'envie. Et c'est pour ça que mon père me disait tout le temps, mais sois plutôt prof. Voilà, et en fait je disais non, je serai journaliste, je veux être journaliste et je veux être écrivain. Et aujourd'hui ma fille me dit souvent, t'as oublié la partie écrivain maman, ou écrivaine, et ce serait bien que tu y songes. Alors, le bac, l'école de journalisme, quelle école ? L'ESJ de Paris. Et alors qu'est-ce qui s'est passé après ? Entre-temps, il y a eu les radios libres. Moi, j'ai vécu le début des radios libres et j'ai eu cette chance de commencer dans les caves, dans les parkings, avec les potards, avec les cartouches, à animer des émissions de musique
comme ça, un peu de bric et de broc. Alors expliquez-nous, c'est quoi une radio libre et où est-ce qu'on les entend, ces radios libres, où on les entendait? Ouais, on les entendait, c'était les premières FM, hein, c'était sous Mitterrand. On a démocratisé, on a ouvert des fréquences et moi j'avais la chance de participer à plusieurs radios libres dans ma province, là-bas de l'Oise, près de Compiègne. Et puis petit à petit, j'ai adoré ça. Et j'ai eu la chance de rentrer dans le réseau de Robert Hersan à l'époque, qui était un grand monsieur de la presse. Et il a créé une radio qui s'appelait Chic FM. Et j'ai eu la chance de faire ma première émission, j'avais 16 ans, émission culturelle, j'avais 1 heure tous les week-ends, le dimanche après-midi, je me rappelle parce que j'étais toujours lycéenne, sur Chic FM. Et à 16 ans? À 16 ans. Et à partir de là, je n'ai jamais lâché le micro, parce que la vie en a voulu ainsi aussi. Hein. Vous avez dit 3-4 fois la chance. Cette chance qui se crée. Pour les auditeurs qui, eux aussi, veulent ou rêvent de devenir animateurs ou chroniqueurs, racontez-nous comment vous l'avez provoqué, cette chance. Alors, qui se crée ou qui se présente, hein. Moi, je crois qu'il faut toujours saisir les opportunités de la vie. Quelles qu'elles soient, on y va, on saisit. Après, on voit si on aime, si on n'aime pas, si ça convient, si ça ne convient pas, si ça correspond. Et puis parfois, ça ne correspond pas et c'est quand même un enseignement, c'est quand même une expérimentation. Donc moi, j'ai suivi les cailloux du petit poucet de la vie, comme je le dis souvent, ou de Dieu pour ceux qui sont croyants, ce qui est mon cas. Et j'ai eu une amie qui, elle, avait été approchée justement par une radio libre et qui m'a dit viens avec moi, essaie. Et en fait, elle a arrêté, elle est devenue psy d'ailleurs, bizarrement, et puisque maintenant je le suis aussi, hein, pas de manière académique évidemment. Et puis moi, j'ai continué de tenir le micro en main. Donc ça, c'était la première chance. Elle s'appelait Sandrine, cette amie. Incroyable. Mais alors, du coup, cette amie, elle est devenue psy. Et vous avez été amenée vers la thérapie et la spiritualité. J'ai l'impression que c'est un immense grand écart. Qu'en est-il? Alors la spiritualité, ça a toujours été le cas, ça m'a toujours intéressée, comme le développement personnel, mais j'ai été très prise par les activités journalistiques. Mais vous venez d'une famille croyante? Vous avez été initiée à ça? Oui, mais pas religieuse du tout. Mais oui, bien sûr, c'est très important dans notre famille de se situer entre le ciel et la terre, on va le dire comme ça. Une connexion à l'intuition? Connexion à l'intuition aussi, de par la lignée de la mère, la lignée féminine. Oui, et puis on est tous en lien de toute façon, hein, on ne peut pas le nier. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a toujours habitée. Donc j'ai travaillé en parallèle pour moi-même à des lectures, à des stages, à des expériences de vie en Inde, par exemple. Enquêter, rechercher, comprendre, comme je dis toujours. Vous avez enquêté, c'est ça? Enquêter, oui, on peut le dire, enquêter dans le domaine de la vie en général. Et cela vous a amené à devenir thérapeute. Thérapeute, alors moi je suis une hyperactive, donc très vite quand je suis installée quelque part, je m'ennuie. Donc je rajoute tout, et je suis très curieuse, c'est pour ça aussi que je suis peut-être devenue journaliste, hein, parce qu'il faut quand même une certaine curiosité. Donc très vite j'ai rajouté d'autres cordes à mon arc qui me passionnaient tout autant que le journalisme, sans jamais lâcher le journalisme. Comment vous êtes arrivée à animer la libre antenne sur Europe 1? Je trouve ça très intéressant d'entendre qu'à 16 ans, vous avez pu avoir accès à ces radios libres et finalement, vous animez la libre antenne sur Europe 1. C'est un parcours qui est un peu... Ça, c'est pareil, c'est les cailloux du petit poucet, c'est aussi les opportunités qu'on nous offre, les opportunités qu'on se crée, les rencontres qui se tissent. Très jeune, comme on n'avait pas de réseau, quand j'ai commencé à faire de la radio libre, je suis venue à Paris, bien sûr, pour l'école de journalisme. Mon idée était, comme je n'avais pas de contact, de faire beaucoup de stages non rémunérés à l'époque. Donc, je faisais des petits boulots à côté pour pouvoir vivre correctement. Et je quittais un stage en ayant rencontré quelqu'un qui pouvait m'emmener ailleurs. C'est comme ça que j'avais rencontré Laurent Boyer, qui m'a emmenée ensuite sur M6. Au début d'M6, tout au début, ça venait de se créer. Et donc, j'ai intégré la rédaction d'M6 dans les débuts. J'avais un professeur qui travaillait à France Télévisions à Télématin, qui était un grand rédacteur en chef, qui m'a proposé de piger à Télématin. Donc, j'ai commencé à Télématin.
J'ai fait un passage très très court parce que j'étais très stressée, je ne gérais pas du tout mes émotions. C'est pas mieux aujourd'hui d'ailleurs parce que je suis une hypersensible, mais c'est pas grave, j'ai fait avec. Cette hypersensibilité qui vous permet aussi de ressentir et de vous connecter aux autres. Oui, j'en ai fait un atout. Parfois, c'est un peu un inconvénient aussi, hein, quand on fait beaucoup de directs comme au magazine de la santé, ou comme au maternel. À une époque, c'était compliqué parfois à gérer, hein, parce qu'il fallait vraiment faire des exercices de relaxation, de respiration, faire beaucoup de méditation pour pouvoir gérer le stress. Maintenant, ça va un petit peu mieux, surtout au micro, en radio, là, je suis dans mon élément. Alors, pour tous les auditeurs qui nous écoutent, en 2025, comment on fait pour devenir animateur radio? Comment on fait? On y croit, déjà, ça c'est important. On y croit, on se forme et on frappe aux portes, en présentiel si on peut, parce qu'aujourd'hui c'est beaucoup les réseaux. On essaie de se distinguer tout en restant authentique. Et puis on s'exerce. On s'exerce. Racontez-nous en quoi consiste votre mission et quel est votre rôle au sein de cette émission, La Libre Antenne sur Europe 1 ? Alors La Libre Antenne, c'est vraiment l'émission pour moi qui rassemble toutes les parties de moi. Pour ça, je suis très reconnaissante à la direction d'Europe 1 de m'avoir confié cette émission. Et aussi à Yann Moix, puisque j'ai succédé à Yann, qui m'a aussi soutenue, même si on n'est pas du tout dans les mêmes registres. En tout cas, il y a beaucoup de respect et d'estime mutuelle. Alors, la Libre Antenne, moi, je la vis comme étant une possibilité de créer une chaîne de solidarité. Parce que j'interpelle beaucoup nos auditeurs qui font l'émission avec moi, vraiment. Sans eux, on n'a pas d'émission. Et quand quelqu'un nous appelle pour un besoin particulier, même si c'est juste de l'écoute, j'interpelle les auditeurs d'Europe 1. Et la communauté de la Libre Antenne, qui est très bienveillante, se mobilise. Et se mobilise pour trouver parfois des lieux de vie, parfois des refuges, parfois des accueils, parfois un numéro de téléphone d'un praticien de santé, donne des tuyaux, donne des informations juridiques. On a des notaires qui nous appellent, on a des avocats. Souvent, en tout cas, on essaye au mieux avec mon équipe d'aider. Voilà, d'aider autrui, d'aider notre prochain. Et aussi, on met beaucoup les gens en lien. Donc les gens de la Libre Antenne se contactent ensuite hors antenne, peuvent tisser des liens amoureux ou des liens amicaux, ou des liens ou juste des relations. On crée du lien. Voilà, c'est comme ça que je porte cette émission. Vous recueillez des témoignages forts d'auditeurs, très très forts pour les avoir écoutés. Vous parliez de votre ultra-sensibilité. Comment vous gérez l'émotion qui en découle ? Parfois, je ne la gère pas. Hein. C'est simple. Je suis humaine exactement comme les auditeurs et les auditrices. Donc, parfois, j'ai les larmes aux yeux. Parfois, j'ai des sanglots dans la voix. J'essaie que ce soit un petit peu rare parce que c'est quand même très personnel, très intime. Mais on est dans une émission d'intimité. Je trouve ça normal aussi que moi, je me dévoile un petit peu. Hein, c'est du donner-recevoir. C'est de l'échange aussi, hein, d'expérience de part et d'autre. Même si j'essaie de ne pas trop parler de moi, mais je sais que les auditeurs et les auditrices aiment bien parfois. Donc, comment je la gère ? Je suis au service. Et quand on est au service, c'est plus facile de gérer ses émotions. Vous avez su créer une chaîne de solidarité dans un média, pas n'importe lequel. On parle d'Europe 1. D'où elle vous vient cette gentillesse, la gentillesse, oui, moi je parle de gentillesse, ce souci pour l'autre, ça a toujours été comme ça fait partie de votre ADN ? J'ai l'impression, après ce serait prétentieux de le dire, je crois qu'on a notre rôle à jouer, on a notre part à prendre. Je ne vais pas rentrer en politique. Je ne fais pas partie de grandes associations, quoique un petit peu quand même pour du bénévolat, mais ça c'est autre chose. Donc je prends ma part au quotidien comme je peux et le mieux que je peux. J'essaye de faire de mon mieux. Et je crois que c'est important que chacun d'entre nous le fasse aussi, juste de son mieux. En 2025, quels sont les sujets récurrents ? Qu'est-ce que vous pourriez nous dire de vos auditeurs, de ce que vous avez pu ressentir, percevoir des gens qui vous écoutent ? Que je les aime déjà, ils le savent, je leur dis beaucoup, parce qu'ils sont vraiment là
vraiment là en qualité de présence. Et ce sont des rendez-vous qui sont fixes, qui sont pris avec beaucoup d'entre eux. Et je sais qu'on arrive à en gagner à chaque fois davantage en plus parce que l'émission commence à avoir une bonne réputation. Avait déjà une bonne réputation parce que c'est quand même une émission institutionnalisée sur Europe 1, la libre antenne. Hein. Il y a eu Ménie Grégoire, il y a eu Macha Béranger sur d'autres antennes. Bon, Europe 1, la libre antenne, c'est très important pour la radio. Et d'autant plus aujourd'hui que les gens sont assez malheureux. Hein. Le collectif est quand même très tendu, très anxiogène. Donc on a besoin de gens qui peuvent nous conseiller et nous écouter. Et ils me rendent bien cette qualité d'écoute et ce partage aussi parce qu'ils me le disent à l'antenne. C'est que du direct, hein. Du lundi au dimanche, on est en direct. C'est Olivier Delacroix qui officie du lundi au jeudi et moi le vendredi, samedi, dimanche. Et parfois, je remplace Olivier, notamment sur les mois d'été. Donc déjà, voilà l'énorme affection que j'ai pour eux. Ensuite, les sujets qui reviennent beaucoup, c'est la solitude. Moi, je dis toujours que si j'avais les moyens, j'aimerais bien créer une fondation pour lutter contre la solitude. Alors, ça dit tout, ça dit rien, parce qu'il n'y a pas de concept. Mais je trouve que les gens s'éloignent beaucoup les uns des autres, ont peur des uns des autres, et il y en a beaucoup pourtant qui aimeraient être en lien. J'ai cru comprendre aussi que le sujet de la santé mentale et du bien-être était au cœur de votre inquiétude ou celle de vos auditeurs, que vous en avez vraiment pris conscience. Racontez-moi. Oui, la santé mentale, d'ailleurs c'est la cause nationale du gouvernement cette année, surtout chez les jeunes, ça me touche beaucoup chez les jeunes. J'ai une patientèle évidemment qui est très impactée par les problèmes de santé mentale. Je viens aussi du magazine de la santé, j'ai travaillé 10 ans aux côtés de Michel Simès et de Marina Carrère d'Ancos, beaucoup travaillé pour eux. J'ai une pensée aussi vraiment de cœur avec eux. Donc forcément, c'est des sujets qui me touchent, la santé. Je suis praticienne EMDR à la ville, je suis hypnopraticienne aussi. Je vais bientôt pratiquer les constellations familiales sur des sujets un peu lourds. Donc forcément, ça me touche, ça m'impacte et ça m'intéresse. Parce que si on va bien dans sa tête, on va bien dans son corps. Et si on va bien dans sa tête et dans son corps, on va bien dans son âme. Vous êtes d'une modernité incroyable. Quand on vous écoute, on entend la santé globale et cette envie d'apporter du soutien et de l'aide. Comment intégrez-vous ces thématiques dans votre travail journalistique pour rester crédible? Est-ce qu'aujourd'hui, en 2025, les gens sont prêts à entendre tout ça? Comment je l'intègre? Je suis moi. Voilà, aujourd'hui j'ai un certain âge, j'ai beaucoup traversé des preuves qui ont été constructives, parce que j'ai transformé, je suis une résiliente aussi, donc ça joue. J'ai fait un gros travail thérapeutique aussi, parce qu'évidemment tout ça, ça tombe pas du ciel, enfin un petit peu quand même, mais on a notre part à faire aussi. Donc j'ai essayé de la faire, je continue de la faire aussi par moments, parce que je ne suis pas forcément épargnée non plus par... voilà, j'ai une vie que je me suis construite, qui me plaît beaucoup, mais en allant creuser à l'intérieur, en allant traverser mes zones d'ombre, et puis ensuite, j'essaye de transmettre. Et puis j'ai des maîtres aussi. J'ai des guides. Vous parlez de constellation familiale. Est-ce que les gens sont prêts à entendre? J'ai souvenir de cet immense succès sur Netflix, Le chemin de l'Olivier. Ouais. J'ai plaisir à vous entendre. En quoi la thérapie et la spiritualité ont-ils transformé votre approche du journalisme? C'est une grande question. Et je crois que c'est indissociable, en fait, la spiritualité de tout ce qu'on fait, de tout ce qu'on pose en acte. Journalisme ou pas, d'ailleurs. J'aurais pu faire guide international, guide touristique, j'aurais pu faire prof, j'aurais pu faire plein de choses. Fleuriste, à une époque, ça me tentait beaucoup aussi. Paysagiste aussi, parce que j'aime bien la terre. Mais je crois que c'est dans chaque moment du quotidien, au lever jusqu'au coucher... Quand on est croyant, quand on a la foi, peu importe en quoi, en la source, en grand architecte, en l'univers, en l'invisible, peu importe, c'est tout le temps. C'est une posture au monde, en fait. Donc, je ne m'interroge pas. Ce que je sais, c'est que quand j'étais jeune, j'ai fait du grand reportage parce que j'ai fait longtemps, j'ai présenté les journaux pendant très longtemps, les tranches d'information pendant très longtemps sur Radio France Internationale, notamment. J'ai fait reporter pour RMC, enfin, j'ai fait beaucoup de choses, j'ai commencé à Paris Match. J'imagine, très vite, ça s'est dessiné en moi l'idée d'apporter ma pierre à l'édifice, aussi petite soit-elle. J'ai toujours voulu faire des émissions
utile. Et déjà, informer, c'est utile. Informer vraiment, vérifier ses sources, enquêter, confronter. Voilà, un vrai travail journalistique comme on nous l'a enseigné. Il n'y avait pas les réseaux sociaux à l'époque. C'est important de le signifier quand même, de le dire. Pourquoi ? Parce que les réseaux sociaux, il y a à boire et à manger. Quand on vous entend, vous nommez Laurent Boyer, vous nommez Télématin, vous nommez Yann Moix, vous n'imaginez pas comment cela fait rêver les auditeurs qui se disent au fin fond de la Creuse ou je ne sais où, ce milieu est inaccessible, je ne serai jamais à l'antenne, je ne serai jamais comédien ou chanteur, c'est inaccessible, il faut avoir du réseau. Qu'est-ce que vous pourriez leur dire ? Moi, j'en avais pas du tout. Alors vraiment pas du tout, du tout. J'ai eu la chance d'avoir juste des parents solides qui m'ont initiée à la culture, tout de même. Ça, c'est important. À la lecture, ça, c'est important aussi. À mon sens, aujourd'hui, les jeunes lisent plus. Ils sont plutôt sur TikTok ou les réseaux. Et pourquoi pas, il faut vivre avec son temps. Faut avoir du réseau. Je sais pas aujourd'hui... je crois pas. Je crois qu'il y a plus de médias qu'avant. Donc, en fait, il y a plus de possibilités. Nous, il y avait peu de chaînes au début. On a eu la chance de prendre les trains quand ils sont passés. Je crois qu'il faut être bien au présent, bien dans la réalité et surtout, par-dessus tout, l'action. Pour tous ceux qui rêvent et qui sont en mal-être, avec une santé mentale en péril, mais qui veulent trouver justement l'énergie, la source... Partagez-nous vos rituels, vos habitudes qu'ils pourraient appliquer et que vous appliquez vous, personnellement. Alors déjà, moi je leur dirais consulter, demander de l'aide, oser, puisque on a commencé cet entretien par oser, et ça c'est un mot que j'adore, oser demander de l'aide. Alors, et après, faites attention là où vous allez vous faire aider, parce que là aussi il y a à boire et à manger. Surtout depuis quelques années. Depuis quelques années, après le confinement, tout le monde s'est formé plus ou moins. Et je ne crois pas qu'on se forme en 5 minutes dans l'aide à l'autre. Faites très attention. Voilà, donc ça c'est la première chose. Oser demander de l'aide, moi je le fais quand j'ai besoin aussi, de toute façon. Parce qu'on est fait pour être en lien, justement. Ensuite, moi, encore une fois, la spiritualité m'aide énormément. Même si j'ai les pieds très très ancrés et... Je prône tout le temps la réalité, les faits, et là on retombe sur le journalisme, toujours la valeur des faits. Moi je prie, voilà, je prie beaucoup. Donc moi mes rituels sont autour de la prière du matin, la prière du soir, la gratitude, les remerciements, ma capacité à m'émerveiller. J'adore Christiane Singer qui a écrit sur le fil de la merveille. Voilà, je m'émerveille de peu de choses. Je peux être assez contemplative, même si je travaille beaucoup, parce que j'adore travailler. J'ai cette chance de faire un métier passion. Et je pense que c'est aussi ça l'avenir, s'autoriser à avoir des métiers passion, quitte à avoir des métiers alimentaires, bien sûr. L'un ne va pas sans l'autre. Est-ce qu'il y a eu des moments dans votre carrière où vous vous êtes dit « je laisse tomber, c'est trop dur, trop de défis, trop de malveillance ». Est-ce qu'il y a eu des moments où vous vous êtes dit « je laisse tomber, c'est pas pour moi ». Jamais. Jamais. Non, c'est pas possible. En fait, je dis souvent à mes patients, on n'est pas ce qu'on fait. Et quand je leur dis toujours, je vous le dis parce qu'on est avant tout ce qu'on est. Mais en fait, je crois que quand on fait des métiers passion, on est ce qu'on fait. On est ce qu'on fait. Et vous êtes arrivé à écrire un livre qui est absolument divin, Magical Sleeping. J'ai du mal à le dire en Magical anglais. Sleeping. Magical Sleeping. J'ai adoré le mot magical, en fait. C'est toujours la magie. Voilà. Et même là, dans quelque chose de très rationnel, de très scientifique, qui parle des cycles du sommeil, de la nécessité d'avoir une bonne hygiène de vie, évidemment, etc. Y a quand même de la magie. Combien de personnes nous racontent qu'ils sont anxieux, qu'ils n'arrivent pas à dormir, tellement de souffrance. Qu'en est-il du sommeil ? Parlez-moi du sommeil. Alors c'est un sujet vaste chez moi. Pour avoir fait beaucoup de matinales, donc avoir toute ma vie des horaires décalés, finalement. Parce que parfois j'ai fait les matinales sur Europe 1, la petite matinale qui commence à 5h du matin. Donc on se réveille, il est 3h du matin. À RFI, j'ai commencé par faire les nuits, minuit 5h. J'ai toujours des horaires décalés. Encore aujourd'hui, je termine, il est 1h du matin. Donc le temps de rentrer, de se poser, de se doucher, de se brosser les dents, etc. On est poli avant 2h15 du matin.
Donc le sommeil, c'est un vaste sujet. Tout dépend des besoins de chacun d'entre nous sur le plan physiologique. Moi, je suis une petite dormeuse aujourd'hui, donc ça va. 6 heures de sommeil me suffisent. Encore faut-il que je les fasse. On dit que le sommeil est réparateur. Qu'est-ce qui se passe pendant la nuit ? Il y a plein de cycles de sommeil, effectivement. Moi, je crois que le conseil à donner, en tout cas, si on peut, mais c'est difficile aujourd'hui, c'est pas d'écran le soir. Pas d'écran le soir. Et vous verrez que vous allez rêver davantage et vous allez mieux dormir. Et reprenez, si vous le pouvez, quelques habitudes avec les livres. Voilà, avec les livres. Un peu de lecture, vous allez mieux dormir que si vous regardez une série. Même si j'adore Netflix, on a parlé des chemins de l'Olivier. Que ça soit à l'antenne, que ça soit dans l'édition, vous êtes utile. Alors, pour tous ceux qui ont une idée de livre, justement, racontez-nous ce cheminement. Un jour, vous êtes levé, vous avez dit « Ok, moi, je vais écrire un livre, je vais l'éditer et ce sera un livre utile ». Comment ça s'est passé ? En fait, ça s'est passé que je discutais avec Michel Simès et son épouse, qui est une de mes grandes amies, autour des sujets sur lesquels on a envie d'écrire. Et comme moi, le sommeil est un vrai sujet, parce que pendant longtemps, j'ai été insomniaque, parce que j'ai eu une maladie grave dans ma vie et qu'à l'issue de cette maladie grave, j'ai eu du mal à retrouver le sommeil. J'ai dit, ça va être le sujet que j'ai envie de traiter. Aujourd'hui, j'aurais envie de traiter plutôt... si on reboucle sur mon désir de petite fille d'être journaliste écrivaine, ce seraient des romans initiatiques qui me feraient vraiment plaisir aujourd'hui. Encore faut-il que j'en ai le talent et j'en suis pas sûre. Vous dites que le sommeil est la base de tout. Avec l'alimentation, quand même. Alors on dirait pas parce que moi j'ai du surpoids, mais l'alimentation prend autant sa place, a autant d'importance en fait, que le sommeil. Et le sport, et bien sûr la sédentarité. Très, très mauvaise habitude, la sédentarité. Donc, un peu de tout. En fait, j'essaye, en tout cas, de passer de la gourmandise à quelqu'un d'un peu plus gourmet. Un peu de tout, et pas trop de choses. Valérie Darmon, on a l'impression que vous faites tout avec beaucoup de douceur, et vous faites beaucoup. Quand on veut écrire un livre, quelles ont été les étapes pour vous ? Vous avez tout de suite trouvé une maison d'édition qui vous a suivi ? J'ose pas le dire, mais oui. Oui. Oui, ça a été assez simple finalement. Ça a été assez simple. Comment vous avez fait ? J'ai tapé aux portes, comme je fais souvent, quand je souhaite fondamentalement, avec un maximum d'intentionnalité. Ça, c'est aussi très important. On parlait de la loi de l'attraction avant que l'entretien ne démarre. Pense bien et tout ira bien. Donc, j'ai été frappée à quelques portes et puis on m'a dit oui. Donc, voilà, c'était un petit miracle dans ma vie. Magical Sleeping. Quel est votre livre de chevet ? Mon livre de chevet, les psaumes. Les psaumes. Y a-t-il un message que vous aimeriez transmettre à ceux qui veulent suivre un parcours aussi diversifié que le vôtre ? Croyez en vous et surtout agissez. Agir, créer le mouvement. Ouais. Être dans le mouvement, ça c'est impératif. Même si on commence par le petit pas, parce que ça nous paraît être une montagne, agir. Nous sommes dans le monde de l'action. On n'a pas d'autre choix. Et si vous pouviez parler à cette petite fille de 9 ans qui avait envie d'être journaliste, d'écrire un livre, qu'est-ce que vous lui diriez ? Alors la question m'émeut, comme on peut le voir. Je crois que je lui dirais merci. Et j'espère que je t'ai pas trahi. Merci Valérie Darmon, on vous retrouve à l'antenne sur Europe 1 dans Libre Antenne. Merci et à bientôt. Merci Soledad, merci beaucoup. Casting Call, c'est ton nouveau coach audio qui te permet de poser ton premier pas sur ton chemin de l'éveil et de la réussite. Ose enfin devenir celui dont tu rêves.